Bienvenue dans le 19-20. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi 5 décembre. Dans l'édition nationale, à 19h30, intervention imminente de la France en Centrafrique. L'ONU vient de donner son feu vert. Il y a urgence à protéger les civils. Reportage de nos envoyés spéciaux à Bangui, la capitale. Des massacres ont fait plus d'une centaine de morts aujourd'hui. Et puis un grand angle ce soir sur les enjeux du vieillissement de la population française. Quel logement pour nos personnes âgées? Nous suivrons Lucette, elle a 83 ans et elle quitte son domicile pour rentrer en maison de retraite. Un moment difficile pour elle et pour ses enfants. Dans l'actualité, en Haute-Normandie, un important trafic d'armes international démantelé dans toute la France. 2 personnes ont été interpellées dans la région. Des armes ont été saisies à leur domicile. Explication dans un instant. Et puis, quand la psychiatrie se modernise, l'hôpital de Navarre à Évreux change de visage. Une transformation pour cet établissement qui date du 19e siècle. Un nouvel hôpital plus ouvert, avec de nouvelles unités. 303 lits sont disponibles pour les patients de tout le département. 2 Hauts-Normands ont donc été entendus en garde à vue en début de semaine dans le cadre d'une série d'interpellations. Des centaines d'armes ont été saisies sur tout le territoire. C'est un trafic international en lien avec les Balkans qui a été démantelé après près de 2 ans d'enquête pilotée par la section de recherche de la gendarmerie de Reims. Les explications de Stéphane Gérin avec nos confrères de France 3 Champagne-Ardenne. Parmi les 45 personnes interpellées en début de semaine figurent 2 Hauts-Normands. L'un habite dans l'Eure et l'autre est originaire d'une commune près de Bolbec. Lors des perquisitions, une cinquantaine d'armes ont été saisies chez eux, dont 14 kalachnikovs. Les gendarmes ont également trouvé des grenades et plus de 70 kilos de cartouches. Un bel arsenal qui s'ajoute au butin récolté par les enquêteurs dans toute la France. Nous avons saisi plusieurs centaines d'armes, plusieurs milliers de munitions de tout type, y compris donc des armes de guerre, des armes d'épaule, des armes de poing, des munitions de tout calibre. Il aura fallu près de 2 ans aux forces de l'ordre pour remonter les filières. Tout a commencé en février 2012 en Haute-Marne. Les gendarmes découvrent des armes de guerre chez un particulier. C'est le début de l'enquête qui va les conduire en Serbie, en Slovaquie et au Kosovo. Peu à peu, le réseau se dessine. Les autorités vont alors identifier en France de pseudo-collectionneurs qui vont remilitariser ces armes. Celles-ci sont ensuite revendues en Corse et en région PACA via Internet. Toujours selon la gendarmerie, certaines de ces armes auraient servi dans différents braquages. Mais ce qui surprend dans cette affaire, c'est le profil des personnes interpellées lundi. Ce sont donc des personnes qui s'affichent comme des collectionneurs. Nous avons des ouvriers, des étudiants, des fonctionnaires. Nous avons effectivement interpellé un certain nombre d'individus dont on pense au regard de leur passé judiciaire qu'ils ont un lien très fort avec le grand banditisme. Les 45 personnes ont toutes été placées en garde à vue, y compris donc les 2 Hauts-Normands qui ont été remis depuis en liberté dans l'attente des suites de l'enquête. Dans l'actualité, ce braquage à Ganneville, c'est dans l'agglomération avraise. 2 hommes armés et cagoulés ont attaqué le bureau de poste vers 9h30 ce matin avant de s'enfuir avec un complice à bord d'un véhicule volé. Le véhicule a ensuite été retrouvé abandonné avec à son bord une arme et des billets marqués à l'encre. 2 des malfaiteurs ont pu être interpellés lors de l'opération de recherche qui a mobilisé un hélicoptère. Quant au 3e suspect, il est toujours recherché. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des rythmes scolaires partout en France à l'appel du SNUEPP, le syndicat majoritaire dans l'enseignement du premier degré. Parmi les manifestants également des agents communaux et territoriaux. Plusieurs rassemblements ont eu lieu ce matin dans la région. Une mobilisation en baisse, image tournée à Rouen ce matin. Ils étaient 11% d'enseignants grévistes selon le rectorat. Dans l'Eure, voilà une inauguration qui attire l'attention, celle du nouvel hôpital de Navarre. L'hôpital psychiatrique d'Évreux sera officiellement inauguré demain après-midi. C'était l'une des priorités du plan santé mentale de 2005-2008. Après 3 années de travaux, l'établissement passe ainsi du 19e au 21e siècle. Des aménagements qui vont permettre d'améliorer la prise en charge des patients. Frédéric Lafont avec Éric Lambert. L'hôpital de Navarre a ouvert ses portes en 1866, un bâtiment monumental à l'écart de la ville où l'on accueillait les aliénés, un lieu d'enfermement, dortoirs en commun, cellules d'isolement, couloirs interminables, une organisation carcérale. L'hôpital était conçu pour vivre en autarcie. À Navarre, le poids du passé a longtemps pesé sur les soins prodigués aux patients. Mais virage complet, ce lieu fermé va s'ouvrir sur la ville.
cette façade historique va servir de logement. Ce qui veut dire que l'hôpital ancien, c'était l'hôpital en dehors de la ville. Et l'hôpital de demain, ça va être la ville dans l'hôpital, avec 100 logements sociaux qui seront à l'entrée de l'hôpital et dans l'hôpital. Pendant 3 ans, d'importants travaux ont été accomplis. 67 millions d'euros ont été investis. La nouvelle organisation en pôle a permis de créer des services d'hospitalisation spécialisés pour une meilleure prise en charge des patients. Le fait d'être moins les uns sur les autres fait qu'il y a beaucoup moins d'animosité entre eux, que la dangerosité quand même baisse en tous les cas. Et ça sont des points essentiels. Au centre de l'hôpital, un pôle pluridisciplinaire et interviennent des kinés comme Christophe, mais aussi des dentistes, des pédicures-podologues. Les soins prodigués sont liés aux pathologies des patients. Des activités thérapeutiques leur sont aussi proposées, comme cet atelier poterie. Moins perceptible, cet hôpital est devenu le cœur de la psychiatrie dans l'Eure. Il y avait l'hôpital de Navarre qui accueillait effectivement l'hospitalisation, mais il y avait aussi un secteur autonome, entre guillemets, rattaché à l'hôpital de Vernon, un autre secteur tout aussi autonome, entre guillemets, rattaché à l'hôpital de Bernay, et là, on fédère cet ensemble autour de l'hôpital de Navarre. Grâce aux travaux effectués, l'hôpital s'est doté d'une unité baptisée la Passerelle. Elle permet de préparer les patients à quitter l'établissement. Le nouvel hôpital de Navarre possède 303 lits. Plus de 1000 personnes travaillent aujourd'hui dans ce centre hospitalier spécialisé. Comment vieillit-on aujourd'hui avec le sida? C'est le thème de notre feuilleton cette semaine. Les personnes séropositives subissent souvent un vieillissement précoce lié au VIH. Nos maisons de retraite sont-elles prêtes à les accueillir et à les prendre en charge? C'est le reportage de Marie Dumini-Ladley, Jérôme Bègue et Olivier Vincent. L'argent, c'est le principal frein à l'accueil des personnes séropositives en maison de retraite. Certains établissements, comme celui d'Yvetot, payent eux-mêmes les médicaments de leurs résidents. Une enveloppe globale leur est attribuée chaque année qui ne permet pas de prendre en charge les traitements les plus coûteux. Le coût moyen d'une trithérapie est de 10 000 euros par an et la dotation financière dont dispose l'établissement est entre 700 à 800 euros par an. Donc vous comprenez aisément que... Par personne. Vous comprenez aisément la difficulté qu'on a pour accueillir ce type de patients. Nous avons des marges de manœuvre pour en accueillir un, voire deux. Sur 202 Sur effectivement 202 résidents. La solution pourrait passer par l'assurance maladie. Elle financerait certains médicaments en dehors du budget d'établissement. Une liste est à l'étude au ministère de la Santé, mais... Actuellement, de par les restrictions budgétaires, c'est un sujet qui n'avance pas beaucoup. Le pilulier des séropositifs vieillissants est bien rempli. Les premiers contaminés n'ont pas bénéficié tout de suite des traitements les plus efficaces. Leur corps a souffert du virus et des effets secondaires des thérapies. Le vieillissement, il ne se traduit pas par un excès de rides, c'est pas ça. Ce sont toutes les maladies du vieillissement qui arrivent plus tôt, c'est-à-dire des problèmes cardiaques, du cholestérol, une hypertension artérielle, des manifestations osseuses. La personne qui vieillit est sensible à l'ostéoporose, par exemple. Et bien ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller relativement jeune chez les patients parce que leurs os se fragilisent bien avant l'âge classique de ces problèmes. Un bilan tous les 3 mois. Le CHU de Rouen suit 1200 patients. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois d'août. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Consultation, soins, prise de sang, suivi, tout se passe à l'hôpital de jour. Chaque fois, les résultats sont étudiés à la loupe. Sur le plan de l'immunité, tout va bien. On a un résultat tout à fait normal de CD4, on est à 790. Je crois qu'on ne peut pas demander mieux. 790, je crois d'ailleurs, j'ai jamais été si fort. fort. Record, hein. Ah ouais. Il reste le bilan cœur à réaliser pour être sûr que là, mais j'allais dire c'est obligatoire aussi après 60 ans, donc un bilan une fois par an. Plus fragiles, les premiers contaminés sont en effet particulièrement surveillés. Ils vieillissent de façon prématurée, 10 à 15 ans plus tôt que la moyenne. Dans l'actualité économique, cette étude de l'INSEE sur l'aéronautique
Haute-Normandie. Voilà un secteur de l'industrie qui s'en sort bien, notamment dans la région avraise, où les bureaux d'études, comme les équipementiers, ont décidé de miser sur ce marché qui s'annonce très porteur. Reportage d'Emmanuel Darcel et Anne-Laure Mérignac. Conçue à Toulouse, l'A380 aura emmené dans son sillage toute une filière industrielle installée pourtant à 900 km de là, en Normandie. En à peine 10 ans, notre région est devenue le 5e pôle aéronautique français avec 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 12 000 salariés organisés autour de géants comme Thales, Aircel ou la SNECMA. Ça a été la stratégie d'ACA. Pour ce groupe européen d'ingénierie, il fallait s'implanter au Havre. C'était pour répondre à une problématique d'un donneur d'ordre qui souhaitait à l'époque rationaliser son panel de fournisseurs et donc demander à des groupes engineering généralistes de pouvoir avoir une proximité. Et nous sommes installés ici en 2006. L'agence havraise compte aujourd'hui 47 ingénieurs avec une hausse des recrutements de 10% par an. Un développement que connaît toute la filière aéronautique. Elle embauche entre 400 et 500 salariés chaque année du bac pro à l'ingénieur et ça n'est pas près de s'arrêter. Il faut construire 30 000 avions d'ici 2030. Donc on voit que ça donne des perspectives. Donc maintenant la question c'est comment nos PME normandes prennent une part de plus importante de ce gâteau. Et ça passe par l'excellence. Alors ça c'est un premier outil. Le deuxième outil c'est l'innovation. Et être innovant c'est bien la devise de CPM Industrie. Cet outillage-là permet simplement de monter 8 références différentes et de pouvoir mettre une petite machine que l'opérateur pourra utiliser facilement tout simplement. C'est la pièce qui après est destinée à être montée sur la 380. Avec ses 22 salariés, cette entreprise familiale spécialisée depuis 20 ans dans la sous-traitance industrielle s'est lancée en 2006 sur ce marché de l'aéronautique. Un pari réussi. 25% du chiffre d'affaires de la société est aujourd'hui réalisé dans ce secteur, mais il a fallu s'adapter. L'acquisition de certifications, de mise en place de normalisation bien spécifiques au marché auquel vous vous adressez, c'est ça qui nous a pris 3 ans. Le plus long dans un process comme celui-ci, c'est de rendre des procédures logiques pour tout le monde et qu'elles soient correctement et de façon habituelle utilisées par tous les salariés. Mais les perspectives sont là. La PME compte réaliser 50% de son chiffre d'affaires dans l'aéronautique d'ici 5 ans. Ils sont de plus en plus nombreux, les commerçants et les artisans, à faire le choix de se déplacer jusqu'au domicile de leurs clients. C'est désormais le cas des opticiens. Ils sont une quinzaine en France, comme Amélie Bidot, dans sa clientèle des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. Stéphane Gérin et Stéphane Notte. Amélie Bidot n'a pas de boutique, juste un petit local qu'elle a ouvert il y a quelques mois, au sein de cette pépinière d'entreprise basée à Déville-les-Rouen. Elle y assure seulement 2 permanences par semaine, car le reste du temps, elle sillonne les routes de Haute-Normandie. Cette opticienne qui a travaillé 15 ans dans de grandes enseignes a décidé de se mettre à son compte et surtout d'assurer un service de proximité. Je me suis rendu compte qu'il était extrêmement difficile pour un certain nombre de personnes, aussi bien des personnes non motorisées que des personnes handicapées, des personnes âgées, de se déplacer dans un magasin parce qu'elles n'ont pas la possibilité de venir. C'est pourquoi j'ai eu l'idée effectivement de leur proposer de venir directement à domicile. Vous avez une prescription d'un ophtalmologiste ? La jeune femme n'a pas le droit de démarcher directement les clients. C'est à eux de la contacter et de prendre rendez-vous. Ce matin-là, justement, Amélie Bidot doit se rendre à Luneray, chez une personne âgée. Mon périmètre, c'est à peu près 30 km autour de la région rouennaise, mais dans certains cas, je peux aller un petit peu plus loin, jusqu'à 40 km environ. Après une dernière correction des verres, Amélie Bidot propose ensuite quelques montures qu'elle a sélectionnées au préalable. En moins d'1 quart d'heure, le choix est fait. Sans ce service à domicile, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour cette dame qui a du mal à se déplacer. J'aurais demandé à quelqu'un de me porter à Dieppe. C'est pour ça que j'attendais toujours d'ailleurs. Mais comme ça, c'est tombé vraiment au point. Et j'en suis contente, j'en ai déjà fait de la réclame à des copines. J'ai souhaité faire ça pour avoir une approche différente de mon métier, parce que de venir chez les gens nous apporte également quelque chose d'autre. C'est moins commercial, on est plus proche des gens, le contact est plus chaleureux également. Dans une dizaine de jours, Amélie Bidot reviendra chez cette dame avec la paire de lunettes souhaitée. Une paire au même tarif que dans n'importe quel magasin et sans qu'aucun frais de déplacement ne soit appliqué. Nous vous l'avons annoncé ce week-end, la région a décidé de pérenniser les concerts de l'Armada. L'édition 2014 se déroulera sur les quais de Rouen. 4 soirs de concerts gratuits du 3 au 6 juillet, aux mêmes dates que le festival de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair près de Caen, d'où l'incompréhension des programmateurs bas normands. Alexandra Huctin, Gilles Damary.
Une guerre des festivals sur fond de bévues politiques. Il y a quelques jours, les programmateurs du festival Bas-Normand Beauregard apprennent par hasard que la région Haute-Normandie crée en 2014 son propre événement musique actuelle. Et pas à n'importe quelle date, en frontale, les 4, 5 et 6 juillet prochains. Il y a à côté quelque chose de gratuit, à côté quelque chose de payant sur ce même week-end. Et là, c'est légitime pour nous de s'inquiéter parce que si on perd un petit peu de public, ça va très très vite dans nos événements. Un peu moins de public, ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes. À Rouen, on explique qu'on a voulu rebondir sur le succès de l'Armada sur les quais de Seine. Les concerts ont attiré l'an dernier beaucoup de monde, mais l'Armada, c'était au mois de juin. Ce nouveau rendez-vous est prévu, lui, début juillet. Et la région Haute-Normandie ne veut plus revenir sur ces dates. Si vous êtes allé à l'Armada cette année, vous avez pu noter que des dizaines de milliers de personnes vont au concert de la région. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, parce que c'est populaire, c'est festif, ce sont des artistes accessibles, il y a des familles, il y a tous les publics. Donc ce ne sont pas les mêmes publics et ce ne sont pas les mêmes artistes. Donc je crois plutôt que c'est complémentaire. Et l'intervention amicale du président de région Bas-Normand n'a rien changé. Il y aura 2 grands rendez-vous musicaux en Normandie aux mêmes dates. Mais à Beauregard, on mise sur la programmation exceptionnelle. Hasard du calendrier, un premier nom du prochain cru a été dévoilé aujourd'hui. Il s'agit des Pixies, un groupe qui se fait rare sur les scènes françaises. Et notez que Nicolas Mayer-Rossignol est l'invité de Philippe Goudet dans La Voix est libre. Première intervention du nouveau président de Haute-Normandie à suivre samedi à 11h30 sur notre antenne. 2013, c'est l'année Georges Braque. 50 ans après la mort de l'artiste, une grande exposition rétrospective lui rend hommage au Grand Palais, à Paris. En plus confidentiel, ses œuvres moins connues, une 60aine d'estampes réalisées en grande partie dans son atelier à Varengeville. Elles sont exposées en ce moment au Château-Musée de Dieppe. Grégory Archiapati et Judicaël Rousseau. C'est la deuxième fois seulement en 30 ans que ces œuvres signées Georges Braque sont exposées ici, au Château-Musée de Dieppe. Elles font partie de 2 lots qui appartenaient à l'atelier de l'artiste situé à Varengeville. Au total, sur la centaine d'estampes de la collection, 60 d'entre elles sont présentées. Une estampe, c'est une œuvre tirée en plusieurs exemplaires par différents tireurs, donc par exemple la Fondation MAG, qui a été importante pour les tirages des œuvres de Braque, et puis qui sont éventuellement édités pour le commerce en des milliers d'exemplaires et vendus à petit prix. Là, en l'occurrence, ce sont des exemplaires qui ont appartenu à Georges Braque, qui étaient les exemplaires livrés par les tireurs et les éditeurs pour l'artiste lui-même. Facette moins connue de Georges Braque, l'artiste a pourtant travaillé sur des estampes jusqu'à la fin de sa vie en 1963. Plusieurs thèmes ont été abordés par Braque, parmi lesquels l'archaïsme grec, le cubisme ou les natures mortes. Mais l'un des plus importants intervient au début de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il s'installe à Varengeville. Les valeurs universelles de l'homme, la terre ou encore le ciel vont alors être mises en avant. Et les oiseaux font partie de ces thèmes qui relient directement l'homme à la liberté, évidemment. Et donc il va essayer d'exprimer toutes ces positions, toutes ces postures, tous ces traits d'énergie, parce qu'un oiseau en vol, c'est une énergie folle, c'est un rapport à l'énergie du monde aussi. Et voilà. Et donc il va décliner ce thème pendant quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Toutes ces estampes exposées portent le cachet de l'atelier de Georges Braque ou sa signature, preuve s'il en fallait de leur authenticité. Le 50e anniversaire de sa mort est enfin célébré comme il se doit tout au long de cette exposition jusqu'au 5 janvier. Dans un instant, les habitants de l'estuaire retrouvent leur édition Baie de Seine. Au sommaire ce soir, les pêcheurs havrais qui demandent davantage d'emplacements sur le port pour pouvoir déposer leurs déchets. En attendant, les quais sont régulièrement encombrés d'ordures. Partout ailleurs, un nouveau numéro des visiteurs du jeudi. Ce soir, Magali Nicolin vous emmène dans l'Eure. Elle s'est arrêtée à Lyons-la-Forêt, un village normand typique et très bien préservé, comme vous verrez. Merci de nous avoir suivis. Le 19-20 continue. Vous retrouvez les infos de la rédaction sur notre site internet. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.